avez aussi tourné avec Jess Franco aussi, et ça avait l'air d'être grandiose. Oui, alors Jess, ça n'a rien à voir avec Jean Rollin. C'est quelqu'un qui est très instinctif. Autant Jean est dans son imaginaire et je pense que quand il arrive sur un tournage, il sait déjà, parce qu'il a imaginé pendant des nuits et des nuits ce qu'il a envie de filmer. Alors que, à mon avis, alors je parle en leur nom, mais peut-être que je me trompe. Hein, vous avez bien connu. Mais Jess, c'est un instinctif. Il arrive, il ne sait même pas, à mon avis, encore où il va mettre la caméra. Mais au moment où il est sur le tournage, instinctivement, il décide. En revanche, c'est un très bon directeur d'acteurs. Je me souviens dans le film Dark Mission, où j'ai une scène avec Chris Mitchum, le fils de Robert, et il voulait que je pleure. Et pour arriver à ce que je pleure, il avait été tellement gentil avec moi que ça m'avait totalement ému et ça n'a pas été difficile pour moi de pleurer. Ça a été naturel pour vous de devenir comédienne? Je ne saurais pas dire. Je crois que dès que je me suis retrouvée devant une caméra, j'ai eu une sorte de relation d'amour avec la caméra. Et après, j'étais pas comédienne en fait. Je pense que je suis devenue comédienne sur beaucoup plus tard. Mais j'étais habitée en fait par ce désir de faire devant la caméra. Et c'est bien plus tard que j'ai pris des cours et que j'ai travaillé le métier d'acting. Vous expliquez très bien dans votre livre, et c'est formidable d'avoir eu ce naturel tout de suite. Oui, enfin je pense que tous les acteurs qui ont marqué ont une sorte de magnétisme qui fait que la caméra prend ça et ce qui fait que le public adhère. Je pense qu'il y a deux sortes d'acteurs. Il y a des acteurs qui sont des acteurs peut-être plutôt de théâtre au sens symbolique du terme, et puis il y a des acteurs qui habitent l'écran immédiatement. Je fais plutôt partie de la deuxième catégorie. Quand vous regardez votre carrière aujourd'hui, vous revoyez vos films d'ailleurs? Non, pas du tout, non. Je n'écoute jamais à la radio, je ne regarde pas des films, je n'ai pas relu mon livre, je trace. Ça, vous n'êtes pas du tout passéiste ou nostalgique? Non, mais enfin, comment dirais-je, je crois en mon intuition et en ma capacité de savoir. Je sais par exemple quand je fais une émission de télévision, je sais si j'ai été excellente, moyenne ou pas très bonne. Je n'ai pas besoin d'aller regarder, vérifier. J'ai une sorte de prescience qui me permet de savoir. Et revoir mes films, ça m'arrive si je suis à un festival et qu'il faut que j'assiste à ça ne me dérange pas de revoir, mais j'ai pas le culte de la personnalité. Mais alors vous avez plusieurs vies en fait. C'est ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous avez eu votre carrière dans le X, qui a été très courte dans votre vie complète, puis votre carrière d'actrice, puis votre carrière à la radio, vous êtes écrivaine, vous avez eu plusieurs... voilà, vous avez su vous réinventer à chaque fois. Oui, mais je considère que j'ai déjà très très bien vécu et c'est pas fini. J'espère que non, mais je veux dire par là que, et c'est d'ailleurs je crois l'essentiel, c'est de vivre quoi, parce que la vie est quand même très courte. Et puis, voilà. Ce qui est formidable, et non que je recommande vraiment ce bouquin, c'est qu'on voit que vous en avez profité, c'est vrai, bien. Pour ma foi, les gens profitent encore. Regardez que les gens viennent voir. Comment expliquez-vous que vous êtes, vous n'expliquez peut-être pas que vous êtes populaire comme ça Mais je crois que d'abord je suis à l'écoute des gens depuis 23 ans et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour... Enfin, je pense qu'en fait, non, je crois qu'on est populaire quand on est fidèle à soi-même, quand on joue pas un rôle. Moi, je crois qu'on triche, on peut pas tricher avec le public. Et c'est peut-être le message que j'aurais envie d'envoyer aux politiques aujourd'hui. Il y a du travail, hein? Il y a beaucoup de travail, oui, d'accord. Non, je pense que les
les grands artistes populaires. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Aznavour, Hallyday, Jolie Hallyday, oui, comme je le racontais. Delon. Même Delon, je sais qu'il est très critiqué, mais en même temps, il est dans la vie comme il est dans ses interviews, etc. Il se prend pas pour de la merde. Pas le pauvre aujourd'hui. Le fait d'être malade ne fait pas changer les gens. Hein. Non. Et je pense que les gens populaires sont des gens qui sont pareils dans la vie et à l'écran ou à la télé. Ce qui m'a frappé, c'est que vous avez parfois été traités très très durement par les gens, souvent par les messieurs qui vous respectaient absolument pas. Vous êtes toujours relevé. Non, j'ai surtout été très critiquée par le cinéma français. Un cinéma, pour moi c'est un milieu très très bourgeois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a très peu de films fantastiques, d'horreur tournés en France, parce que c'est un cinéma qui est tenu par la télé, par l'aide au cinéma, le CNC, etc. Et c'est vrai que j'ai souvent été rejetée, hein, le mot est tout à fait juste, très clair. par des acteurs, des actrices. Bon. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas fait de carrière cinématographique en France. Ça paraît dingue quand même. Est-ce que vous pensez que ça a changé aujourd'hui? Pas vraiment, non. Non, parce que j'ai fait un téléfilm il y a 2 ans, qui est sorti en 2022, qui s'appelle Disparition inquiétante, avec Julie Depardieu. J'ai eu de très très bonnes critiques. Le film a battu tous les records d'audience sur France 2. Et ça n'a pas empêché qu'on m'a pas redonné d'autres rôles par la suite. Vous avez joué dans un film absolument magnifique qui s'appelle La Dernière Fois, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler un peu. Vous êtes quelqu'un qui vous engagez, qui est courageuse, si je puis me permettre. Oui, alors quand j'accepte ce film de Lame de G, qui est une réalisatrice qui tourne des pornos, j'accepte, à condition évidemment de ne pas tourner de scène pornographique dans ce film, parce que mais j'accepte de me mettre nue, j'accepte, parce que je trouve que le film avait un message intéressant pour les femmes, et dans un certain sens, je suis aussi féministe, parce qu'on entend beaucoup qu'après 50 ans, la vie des femmes c'est fini sur le plan sensuel, sexuel, etc. Et dans ce film, oui, je voulais montrer qu'on peut avoir un corps encore acceptable à presque 70 ans. Et c'était une sorte de... On me l'a un peu critiqué d'ailleurs, mais j'assume, comme tout d'ailleurs. Vous laissez parler les gens, à un moment, vous êtes habitué, vous devez avoir appris à plus en souffrir. Sans doute que je dois aimer un peu ça aussi. J'ai remarqué que je suis toujours meilleure quand on me cherche un peu dans une émission de télé que quand on est trop gentil avec moi. Et comme on commence à être un peu gentil avec moi, ça m'inquiète. Bon, alors il faut que je vous pose des questions vachardes. Allez-y, j'ai des répondants. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question vacharde? Est-ce que vous revoyez, vous disiez que vous voyez pas, est-ce que vous êtes arrivé de revoir vos films X, vos pornos, à Blanche Rachard? Oui, je les ai revus il y a longtemps, en 84-85. C'était une sorte de thérapie personnelle. Je voulais les revoir pour réaliser un petit peu ce que ça pouvait faire pour des gens. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que mes proches, mes amis, hommes, me disent toujours: moi, je veux pas voir tes films. C'est assez rigolo. Alors moi, je m'en fous que quelqu'un les voit ou les voit pas, ça m'est égal. J'ai tendance à dire que c'est ma petite sœur qui a fait des bêtises, et puis voilà. Surtout que, pour vous, ça doit vraiment être une autre vie, ça doit être... Qu'est-ce qui vous en reste comme souvenir? Des trucs plutôt marrants? Mais c'était une époque où d'abord les tournages, c'était la fête, on était entre copains, on avait l'impression de révolutionner la société. Il faut quand même se rappeler qu'entre 75 et 80, tourner des films pornographiques, c'était quand même très osé. Hein. En plus, personne ne le savait, puisque les films étaient dans les salles uniquement.
Et quelqu'un qui serait venu me dire je t'ai vu dans un film, ça voulait dire qu'il allait voir le film porno. Et donc personne ne venait me dire qu'il me voyait dans des films, quoi. Et on était, oui, on avait vraiment l'impression qu'on allait changer le monde. Et bah, c'est raté. Il y a encore du taf quand même là-dessus pour le changement du monde. C'est même pire parce qu'on revient à un monde un peu plus puritain. On a vraiment raté la révolution sexuelle, mais bon, j'ai essayé de faire le job. Hein. Oui, vous êtes dévoué, on ne peut pas dire. Si j'osais, je ne avez ma personne. Vous avez mouillé le maillot, si j'ose dire. On peut dire ça. Quoique le maillot, il n'était pas là. Hein. Est-ce que vous continuez à suivre la production X et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, sincèrement, pas du tout. Alors, je m'y intéresse un peu professionnellement pour pouvoir, de temps en temps, je fais des émissions sur la pornographie à la radio. Je m'y intéresse aussi par rapport à la jeunesse qui, malheureusement, tombe de plus en plus jeune sur des films, et ça, c'est embêtant. Mais non, moi, j'ai jamais été fan de regarder un film porno. Je sais pas. Moi, en fait, j'ai un côté très. Je suis plutôt angélique, Marquise des Anges que. Bien, ça aurait été un beau rôle pour vous. Oui, j'aurais bien aimé. Oui. Est-ce que vous pensez que la vie a évolué pour les comédiennes sur les tournages et tout ça, avec les coordinateurs d'intimité, ce genre de choses? Est-ce que c'est bien est-ce que ça vous paraît bien? Alors, d'abord à l'époque où j'ai tourné, on était très libre. C'est-à-dire, si on n'avait pas envie de faire une scène, on ne la faisait pas et il n'y avait pas de problème. C'est pas, moi j'ai pas connu le porno difficile, hard, l'époque où certaines femmes prenaient des anesthésiens pour supporter des sédonies. Moi j'ai pas connu ça, moi je disais non et puis je faisais pas ce genre de scène. Tandis qu'il y a eu une époque certainement un peu plus difficile. Aujourd'hui, il y a tout un milieu éthique avec en effet des questionnaires pour que les femmes ne subissent pas ce qu'elles n'ont pas envie de subir. Mais parallèlement, il y a quand même encore des tournages assez difficiles. Mais la différence, c'est que nous, on tournait avec des caméras. Aujourd'hui, pratiquement tout est fait avec des téléphones. Et puis on avait des scénarios et finalement le temps de tournage était assez long. On faisait un film en 10 jours, ce qui aujourd'hui... en une demi-journée. Oui, ça n'a plus rien. Enfin, moi j'ai tendance à dire d'ailleurs que c'est plus des films, c'est des vignettes de consommation pornographique. On a perdu totalement la sensualité en fait. On perd surtout la fantasmatique. Ce qui est ennuyeux, par exemple, moi j'entends beaucoup d'hommes qui sont un peu, enfin ceux qui tombent un peu dans l'addiction au porno, sont des hommes qui n'ont plus d'imaginaire érotique parce qu'ils se masturbent, ils regardent le temps de masturbation, 5 minutes, et leur sexualité s'appauvrit forcément. Et les gens que vous rencontrez puis à la radio, voilà, vous arrivez à les conseiller comment vous devez trouver sur des gens qui ont une véritable misère? Je sais pas, je pense que, enfin, comme je dis souvent, quand j'entends l'auditeur ou l'auditrice, je me mets tout de suite au diapason de ses émotions. Et puis, j'ai une sorte de, comment dirais-je, de petit voix intérieur qui guide. J'essaye pas j'ai pas besoin de réfléchir à ce que j'ai besoin, ce que leur dire. Et au début, je m'inquiétais, je me disais, si cette petite voix disparaît, comment je vais faire? Et puis en fait, je crois, et d'ailleurs j'en ai parlé avec une scientifique qui travaille sur les neurosciences, et elle était d'accord avec moi. Elle me disait que c'est un peu comme l'intelligence artificielle. En fait, on a quand même plein de paramètres. Quand j'entends l'auditrice ou l'auditeur, j'ai la voix, ce qui se transmet comme émotion dans la voix, les mots qu'elle utilise à la place des autres. Et mon esprit fait une synthèse très très rapide. Alors on appelle ça l'intuition, hein, tout simplement. Et en fait, pour moi, l'intuition, c'est une sorte d'intelligence artificielle. On en a plus ou moins, mais plus on utilise son intuition, meilleure elle est, et plus on peut vite
sentir et c'est une. Enfin, moi, je vous encourage à travailler votre intuition parce que plus on a de l'intuition, plus on va ressentir les gens immédiatement, plus on va faire les bons choix, moins on se perd, quoi. Vous avez écrit en combien de temps ce livre? Oh, ça a été écrit en pas mal d'épisodes parce qu'il y a des chapitres qui étaient plus difficiles que d'autres à écrire. Et puis l'idée aussi, j'avais commencé vaguement à écrire des parties de ma vie parce que j'ai un vague projet de biotique sur ma vie et je m'étais dit il faut que j'écrive avant qu'on fasse le film parce que sinon on va encore raconter plein de bobards. Donc là, voilà. Un biopic, vraiment, vous réaliseriez? Non, je ne réaliserai pas, je ne jurerai pas, c'est une productrice qui est sur le projet. Après, ça se fera ou pas, vous savez, il y a beaucoup de projets qui n'aboutissent pas. Hein. Oui, c'est une belle idée, je trouve. Vous parlez aussi dans le livre des hommes de votre vie, et notamment de René Château. C'est très émouvant ce que vous écrivez sur René. Oui, parce que René Château, on a l'image de quelqu'un d'assez dur, d'assez... Il n'était pas facile en affaires. Hein. Non, il était très, très difficile en affaires. Il était même un peu parano. Hein. Il avait toujours peur qu'on l'extorque quelque chose. Mais en même temps, il est issu d'un milieu très, très pauvre. Hein, et il s'est fait tout seul. Et je crois que, d'ailleurs, Belmondo lui doit beaucoup. Je pense que le succès populaire médiatique énorme de Belmondo, c'est après la rencontre avec René Château. C'est René Château qui faisait ses affiches extraordinaires, du Marginal, etc., qui ont fait le succès, à un moment donné, aussi populaire de Jean-Paul Belmondo, même si c'est un acteur extraordinaire, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis René était un passionné de cinéma. Moi je me souviens quand on est restés 5 ans ensemble, le mercredi, jour de sortie des films, ça nous arrivait de voir 3 films dans la journée, tellement il voulait voir les films avant de lire les critiques. Il vous a fait découvrir le cinéma en fait. Il m'a fait découvrir, oui, tout un cinéma que je ne connaissais pas, par exemple les vieux films français en noir et blanc. Il m'a fait découvrir notamment un film que j'adore, Le Voyeur, un film d'horreur que certains d'entre vous doivent connaître. C'est un film que j'ai découvert grâce à René, et puis bien sûr Massacre à la tronçonneuse et d'autres films qui vieillissent pas parce que c'est des films cultes. Il a lancé votre carrière d'actrice également avec... alors oui, je lui dois notamment Johnny Joanne, l'exécutrice, Le couteau sous la gorge, puisqu'il achetait les droits vidéo, donc forcément il avait un peu de poids sur le casting. Et les Prédateurs, bien sûr, il a même pareil, c'était un grand moment de cinéma. Oui, il adorait Les yeux sans visage et il a fait donc une sorte de remake et il a coécrit, produit Le Prédateur de la vie, bien sûr. Les comédiens épatants. Oui, bien sûr, j'ai eu la chance de tourner avec Helmut Berger. Ça devait être quand même assez fantastique. Vous avez bien vous amuser. Ça va, j'ai une vie riche, comme on dit. Et vous avez une passion pour les animaux qu'on connaît peu, mais vous avez eu des chevaux, je sais pas si vous en avez toujours, des dogs, un chien, vous avez aussi beaucoup pour les animaux. Oui, je crois, mais ça c'est valable. Je pense que beaucoup d'enfants qui se sentent incompris par leurs parents. Moi j'ai plutôt eu de bons parents, hein. J'ai pas été battue ni abusée. Déjà je peux l'estimer heureuse. Mais en revanche, je me suis jamais tellement sentie dans mon milieu familial. J'avais un peu l'impression d'être une extraterrestre. Et je crois que du coup je me suis réfugiée beaucoup avec les animaux dans ma prime enfance. Et je crois que c'est ce qui m'est resté. Je ne pourrais pas vivre sans chien. Et je sais que je vais être heureuse de les revoir ce soir. Ça fait partie de mon univers. Alors j'ai aussi eu beaucoup de chevaux. J'ai arrêté suite à une chute un petit peu grave il y a 2 ans.
Et je me suis dit que c'était peut-être un âge raisonnable pour arrêter. Mais j'ai vécu, c'est grâce à mes chevaux que je suis partie vivre à la campagne, et ça a été certainement une chance, parce que quand je me suis éloignée de Paris, ça m'a permis d'étudier la sexologie, la psychanalyse, l'astrologie, qui m'aide évidemment beaucoup aujourd'hui à la radio. Ce qui est bien, c'est que vous êtes arrivé finalement à intellectualiser. Vous avez commencé par vivre les choses et puis vous les avez intellectualisées. Oui, mais ça, je pense que c'est ce qui fait la force, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une vraie connaissance de la psyché humaine et de la sexo, mais en même temps, je suis passée à travers le feu, donc on ne peut pas me raconter l'histoire, quoi. Votre premier livre s'appelait « Moi la scandaleuse ». Est-ce que vous vous trouvez toujours scandaleuse? Alors, j'ai jamais eu l'impression d'être scandaleuse, c'est les autres qui m'ont trouvée scandaleuse. Moi, comme j'ai eu souvent tendance à dire, j'ai plutôt l'impression d'avoir fait du bien, du mal aux hommes. Aux femmes et aux femmes après, mais à l'époque c'était surtout les hommes. Ah, vous parlez très très bien des amis que vous avez gardés, y compris dans le milieu du X. Voilà, vous avez... oui, j'ai gardé 2 amis, ce qui n'est pas beaucoup, mais je suis quelqu'un d'assez fidèle en amitié, en amour un peu moins, mais j'ai pas. C'est souvent. En revanche, je ne supporte pas d'être déçue. Et quand je suis déçue, je suis capable de couper définitivement. Vous expliquez très bien dans le livre aussi. Oui. Oui, je suis assez entière, moi, quand j'ai des amis qui peuvent compter sur moi, je suis capable, peut-être pas d'aller les aider à enterrer la personne qu'ils ont tuée la veille, mais je suis capable, je suis entière, donc ça a des avantages et des inconvénients. Et vous êtes prête à beaucoup pour sauvegarder votre liberté, c'est ce que vous expliquez à la fin du livre. Oui, je pense que... Alors, on n'a jamais une liberté totale. Hein. La liberté, c'est de faire des choix. Et comme je dis souvent, il faut choisir ce qui nous convient le mieux, ce qui n'est pas forcément ce qu'on aimerait. Hein. La liberté, elle est toujours très relative. Mais pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'en fait, il y a d'un côté la liberté, de l'autre côté la sécurité. Et on peut pas avoir les deux. Il faut mettre le curseur à un endroit. Et moi j'ai pensé, très jeune, j'ai pensé que pour moi la liberté était plus importante que la sécurité. Parce qu'au fond, par exemple, moi ma maison a brûlé il y a 2 ans et demi. J'ai perdu plein de choses matérielles. Sur le moment, c'est très très pénible, et puis après, qu'est-ce que ça peut faire, quoi. Alors que la liberté n'a pas de prix. Je suis désolée, je ne peux pas être méchante avec vous parce que vous êtes sympa, donc gentil, et voilà. Donc je ne peux pas j'arrive pas à poser des questions comme ça. C'est pas dans ma nature d'être méchant avec les gens qui sont sympas. Comment vous voyez l'avenir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour justement préserver cette liberté? Pour l'instant, j'ai envie de continuer à la radio. Je pense que pour l'instant, je ne vois pas pourquoi je ferai autre chose. Je suis en train de commencer un livre sur le bonheur. Vaste programme, et c'est très intéressant parce que ça me permet de relire beaucoup de notes que j'ai écrites, et voilà, j'ai plaisir à être seule, tranquille, dans une maison à la campagne où je suis en plein milieu de la forêt, loin de tout, loin du monde, et puis je suis ravie quand je suis à l'antenne d'aider les gens. Ma vie a du sens dans le sens où je transmets tout ce que je sais, j'ai l'impression d'être utile. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Alors, mais vous avez gagné le respect de tout le monde, les gens vous respectent, ça c'est un truc que je trouve vraiment formidable. Oui, mais en fait, je me suis toujours respectée, donc je ne me suis jamais reniée. Et à partir du moment où on assume ce qu'on a fait, même si c'était peut-être pas c'était peut-être des chemins de traverse,
à un moment donné, ça impose forcément le respect. Je pense que l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de vouloir trouver un coupable pour justifier ce qu'ils ont fait et qu'ils regrettent d'avoir fait. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus tellement respectable. Je pense on peut avoir été victime, mais il ne faut pas endosser le rôle de victime. Et vous n'avez aucun regret, visiblement. Vous n'allez pas en avoir d'ailleurs. Non, il y a des choses que j'aurais préféré ne pas avoir fait. Tout le monde. Non, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans ce chemin-là. C'est vraiment épatant. Et vous écrivez beaucoup. J'adore écrire, oui. Si j'avais un rêve, peut-être que je préférerais vivre de mon écriture et de rester un petit peu plus tranquille. Voilà. Et ça, ça fait partie des rêves qu'on ne serait peut-être pas heureux de réaliser. Eh bien, écoutez, je vous propose de remercier Brigitte. Voilà. Vous pouvez aller au stand de Pulse Vidéo, acheter son livre. Franchement, vous ne le regretterez pas. Et vous le dédicacera. Voilà, c'est une femme épatante. Et Brigitte, merci beaucoup. Merci à tous et bonne journée à tous. Profitez-en bien. Merci.